Bonjour à toutes et tous, je suis Nathalie Bernet-Bécuve, Crédit Manager du groupe Fréquin et administratrice de la FDCC, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir au nom de la FDCC pour ce webinaire en partenariat avec Elisphère. Avant qu'on aborde le sujet du webinaire, précision technique, donc les micros et les caméras de tous les participants seront coupés tout le long des interventions pour une meilleure fluidité sonore et visuelle. Vous pourrez les réactiver à la fin pour le temps questions-réponses. Et bien sûr, pendant toutes les interventions, vous allez pouvoir réagir via le chat. Donc, je ferme cette parenthèse technique. Et je rentre donc dans le vif du sujet. Donc, le sujet de notre webinaire, c'est comment sécuriser nos décisions face à une reprise de l'endettement. Pour nous apporter leurs réponses, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants d'Elisphère, Alain Huminel et Géraud Zeller, à qui je laisse la parole sans plus tarder. Bonjour. Géraud, votre micro est coupé. Merci. Bonjour à tous. Géraud Zeller, je suis le responsable de l'offre pour tout l'enjeu de risk management chez Elisphère. Et alors, je te laisse te présenter également. Oui, je suis Alain Luminel, je suis responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est commencer par parler du contexte économique et le mettre en lien avec toute la dynamique de l'endettement que nous avons aujourd'hui. Et ça nous permettra d'expliquer comment et pourquoi est-ce qu'il est très important de garder cette vision de l'endettement et de sa dynamique dans l'évaluation de vos clients et prospects, et comment est-ce que nous pouvons faire pour vous donner un outil qui vous permette de réaliser cette évaluation de manière très, très fine. Et donc, on va vous présenter notamment un cas concret pour rentrer dans quelque chose de concret que vous pourrez également réutiliser. Alors Alain, justement, est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'évolution des défaillances sur l'ensemble des années, mais aussi voilà, comment ça se passe en 2025? Oui, alors je ne parlerai pas que des défaillances. Je pense que dans le contexte économique, il y a un point qui est important, c'est de mesurer le nombre de créations d'entreprises et de le mettre en exergue par rapport au nombre de disparitions d'entreprises. Alors, il y a un premier constat, c'est qu'en Alors, France... excuse-moi Alain, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends dans les disparitions d'entreprises? La disparition d'entreprise, c'est la fin d'un sirène. C'est quand le sirène d'entreprise est rallié et quand le sirène disparaît. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein. La première raison, c'est une liquidation judiciaire de l'entreprise. Une autre raison, ce sont les autres radiations, notamment les cessations d'activité volontaire. Et puis, il y a d'autres raisons, comme les radiations par, je dirais, absence de causes administratives et des radiations liées à des opérations de fusion-absorption. Si je regarde un peu la ventilation de ces différentes disparitions, le plus gros reste les cessations d'activité volontaire, hein, que ça doit représenter à peu près 70% des cas. Le nombre de liquidations judiciaires, il est en forte progression, ça représente 25% des disparitions, mais dans certaines régions, on dépasse les 30%. Et puis les autres opérations, que ce soit les opérations notamment de fusion-absorption, et puis les disparitions pour absence finalement de documents administratifs, des radiations, ce qu'on appelle les radiations d'office, ça représente moins de 10%. Donc c'est intéressant d'avoir cette vue-là. Le premier constat, c'est qu'en France, on a gardé la fibre entrepreneuriale. Il y a plus de 1 million d'entreprises qui se créent. Donc, on allait dépasser le niveau de 1 100 000 entreprises. C'est 60 000 entreprises en plus en 2024 par rapport à 2023. Donc ça, c'est
une information qui confirme qu'en France, on a envie de créer. La majorité des entreprises qui se créent, elles se créent sous forme de micro-entreprises avec ce statut d'auto-entrepreneur. Ça représente à peu près 717 000 entreprises. Ensuite, on va retrouver les sociétés. Donc, ça représente à peu près 285 000. Et on va retrouver les entreprises individuelles. Ça représente à peu près 110 000. On est en croissance sur la micro-entreprise, plus 7%. On est en croissance sur le nombre de sociétés qui sont créées. On est à peu près à plus 7, plus 5%. Et en revanche, on est en décroissance de l'entreprise individuelle. On est à moins 3%. On va garder ce chiffre de 285 000 qui est important pour la création des sociétés. Nous, ce qu'on a fait chez Elisphère, on s'est intéressé que sur les entreprises vraiment commerciales. Donc, on a enlevé en fait tout l'objet civil, et puis on a enlevé certains codes NAF qui ne concourent pas véritablement à l'activité économique de notre pays. Et là, on arrive sur un niveau en juin 2025 qui est de 259 000 créations d'entreprises pour 213 000 disparitions d'entreprises. Le fait aujourd'hui qu'il faut signaler, c'est qu'on mesure ça par rapport à la période post-Covid de 2021. Vous voyez qu'il y a un écart de 110 000 en fait, entreprises entre les créations, 269 938, et le nombre de disparitions, 159 000. Cet écart, il était important. Principale raison, c'était notamment effectivement la progression du PIB. Cet écart se réduit, on est à 46 000. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques années, sur 4 ans à peu près, on a perdu 60 000 entreprises. Donc principalement par le fait d'une forte progression des procédures collectives. On est passé de 23 000 à 50 000. Donc on est sur une progression de 113% sur les procédures collectives et on est sur une forte progression des cessations d'activité volontaires. Et à quoi sont dues Oui. ces cessations d'activité volontaire? Cessation d'activité volontaire, alors c'est une société qui n'est pas en cessation de paiement, plutôt en bonne santé financière, mais le dirigeant décide d'arrêter son activité. Et il y a plusieurs causes à cela. Aujourd'hui, la demande à l'effort qu'on demande aux dirigeants d'entreprise, il est trop élevé. Il y a bien sûr l'augmentation des matières premières, l'augmentation des loyers, la difficulté aujourd'hui de recruter, la difficulté de rembourser sa dette. Donc ça, c'est une des principales raisons. L'autre raison, ça touche également l'endettement. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont contacté un PGE. Il reste 30% du PGE à rembourser. Et souvent, ces petites entreprises, finalement, ont reçu ce PGE comme un peu un effet d'aubaine. Souvent, l'expert comptable n'était pas contacté. Et aujourd'hui, finalement, une fois qu'elles arrivent à rembourser difficilement, je dirais que c'est trop important parce que souvent, le dirigeant ne s'est pas pris de salaire sur cette entreprise-là. Et donc c'est un véritable problème. Le commerce est principalement visé par les cessations d'activité volontaire, notamment le commerce de détail, ça représente 20%. Et on a noté également qu'il y a une forte progression ces cessations d'activité volontaire dans le transport et la logistique. Là, on dépasse les 100% de progression par rapport à il y a quelques années. Et alors, justement, quel lien tu fais avec l'endettement et toute cette situation? Bon, et quand on regarde l'endettement des entreprises, le PGE, c'est 140 milliards d'euros. Ça concerne plus de 600 000 entreprises et ça concerne à peu près plus de 80% de petites entreprises. Alors, c'est un lien intéressant en fait. Et on a regardé l'endettement par rapport à un ratio que vous devez connaître, hein, c'est le gearing. C'est un ratio qui prend en compte le niveau des capitaux propres de l'entreprise et le niveau de l'endettement financier net de l'entreprise. Donc là, on parle vraiment de l'endettement financier net. Donc c'est l'endettement brut, ce qu'on doit aux banques, mais on va enlever également tout ce qui est trésorerie.
Donc là, ce qu'on constate par rapport au TPE-PME, c'est qu'on est sur des niveaux d'endettement qui restent très très forts, alors que le PGE, c'est remboursé à plus de 70% aujourd'hui. Mais c'est un ratio qui est assez intéressant parce que au niveau des capitaux propres, finalement, au niveau de numérateur, il marque quand même le fléchissement aujourd'hui du résultat net des entreprises sur les bilans 2004. Donc, on se retrouve avec des sociétés dont le résultat net est bien moindre qu'en 2023. Donc, ça affaiblit le numérateur. Et au niveau des dénominateurs, si l'endettement aujourd'hui peut baisser, en revanche, on a un effet en fait contradictoire parce qu'on a effectivement l'entreprise a souvent puisé dans sa trésorerie. Donc, quand on parle d'endettement net, il est toujours relativement élevé. Alors, il y a un lien qui est assez net et assez simple à comprendre au niveau de l'endettement. Imaginez que vous êtes une entreprise, vous êtes très endetté, vous n'avez pas beaucoup de marge, donc pas beaucoup de cash qui rentre dans l'entreprise. La marge, c'est vraiment le niveau de l'EBE, hein. C'est l'indicateur de marge le plus important. C'est l'EBE qui répond à la question est-ce que mon activité génère du cash? Donc c'est l'EBE, l'EBITDA pour le terme anglo-saxon. Donc c'est ce qu'on va regarder en premier. Donc les marges aujourd'hui, notamment pour les petites entreprises, ne sont pas au rendez-vous. Que va faire l'entreprise pour pouvoir rembourser son service annuel de la dette? Elle va puiser donc dans sa trésorerie. Et donc, il va y avoir un impact sur le risque d'illiquidité donc de fait de l'entreprise qui va se tendre. Je rappelle toujours que le risque d'illiquidité, c'est avec ma trésorerie et mes créances clients, est-ce que je peux faire face à mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales? Tiens, et ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit ça renforce l'instabilité finalement que nous connaissons aujourd'hui. Euh, Si tu viens passer au slide suivant, la question c'est que ça renforce donc cette instabilité, mais avec de nombreux enjeux déjà existants pour les credit managers. Euh, Tout d'abord, on voit bien le besoin d'aller euh, récupérer du cash et de bien être attentif à la trésorerie. C'est bien évidemment directement lié. Euh, on voit que les credit managers ont besoin de faire face aussi à une raréfaction des informations financières, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bilans confidentiels. Et donc, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir aller rechercher l'information qu'il faut. Donc, quelles sont finalement les autres informations sur lesquelles on peut s'appuyer? Euh, et tout ça, il faut ensuite le mettre aussi dans une vision multirisque, puisqu'il n'y a pas que les éléments financiers, il y a la fraude, la conformité, euh, et devoir prendre une décision la plus rapide possible. Donc, comment est-ce qu'on fait? En fait, nous avons travaillé sur une méthodologie qui permet de prendre en compte tous ces éléments-là et notamment, comme on va le voir ensuite derrière, avec un point précis sur la question de l'endettement et comment est-ce que l'endettement peut servir d'alerte euh, et comment cet indice peut nous servir pour vraiment prévenir ce qui va pouvoir se passer à l'avenir. En fait, dans cette méthodologie, nous nous intéressons à la liquidité, nous nous intéressons à l'endettement, au délai de paiement, euh, nous nous intéressons également à des éléments extra-financiers, avec notre indice de stabilité, qui par exemple nous permet de repérer voilà, plusieurs bilans qui sont déposés en même temps, des problématiques sur des dirigeants, euh, ou encore sur un changement de code NAF, par exemple, voilà, qui peut induire une instabilité et donc un risque pour vous dans votre relation avec votre client ou à anticiper avec votre prospect. Donc c'est toute une méthodologie qu'Alain va pouvoir aussi vous présenter et qui vient se compléter également par une analyse sur la fraude dans une vision multirisque. Parce que c'est important
pouvoir identifier en amont pour éviter les pertes financières et éviter les problématiques aussi avec vos clients. Donc, c'est ce que Alain va vous présenter maintenant. Euh, Quelle est notre méthodologie de manière plus concrète et surtout, comment est-ce que justement la vision de l'endettement vient s'inscrire dans cette méthodologie-là euh, et comment est-ce que notre indice d'endettement peut aussi permettre d'anticiper les problématiques à venir. Est-ce que Alain, est-ce que tu veux bien nous Oui, montrer ça de manière plus concrète, s'il te plaît? oui, oui. Euh, alors, c'est intéressant, cette notion d'indice. Euh, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on prend les ratios aujourd'hui dans les bilans, ce sont des ratios un peu statiques. Donc, quand on regarde, ça va être des ratios qui sont statiques. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est apporter du dynamisme à ces ratios-là. Et ce sont des ratios qui vont permettre d'anticiper un risque de probabilité de défaut, ces indices-là. On s'est mis finalement dans la peau d'un chef d'entreprise qui pourrait avoir des difficultés ou pas, qui rencontrerait son banquier et qui dirait à son banquier, ben voilà le bilan de mon entreprise, voilà mon plan de trésorerie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin finalement, j'ai besoin d'un prêt. Le banquier, prêter de l'argent, c'est son boulot, hein. Donc, lui, bien sûr, il va regarder ce qu'il peut faire. Et finalement, il va regarder trois choses. La première chose, il va déjà regarder le taux d'endettement de l'entreprise, où l'entreprise se situe. Le taux d'endettement, c'est ce qu'on a mesuré tout à l'heure, c'est son niveau de gearing. Donc, il va regarder le niveau des capitaux propres par rapport à la dette financière. Et si la dette financière dépasse les capitaux propres, il va pas rajouter de la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'indépendance financière qui est trop fort. La deuxième chose qu'il va regarder, si vous, à combien il peut vous prêter. À quel niveau finalement de BE il va vous prêter de l'argent. Et donc, il va mesurer son service annuel de la dette. Donc, il va regarder votre niveau de cash. Il ne va pas simplement regarder s'il est positif ou négatif. Il va le regarder par rapport à votre secteur d'activité et plus précisément par rapport à votre modèle économique. Et puis, il va se dire, ben voilà, si je vous prête de l'argent, avec le niveau de l'EBE, il faudra que vous puissiez me rembourser sous 3, 4 ans au maximum. Et donc, la dernière chose qu'il va regarder, c'est bien sûr la capacité que vous avez à rembourser votre endettement, parce qu'il ne va pas attendre 10 ans pour se faire rembourser la dette. La dette, ça va se rembourser en 4, 5 ans maximum. Donc ça, c'est la première chose en fait qu'on a voulu visualiser sur l'endettement financier. Vous voyez qu'il y a différentes positions. Une position qui est en vert très net, c'est la position 1. Ça veut dire que là, on est sur un risque quasi nul. L'entreprise n'a pas d'endettement financier. Alors, ça peut cacher quand même une raison, c'est que peut-être qu'elle n'a pas d'endettement financier parce que le banquier ne veut pas lui prêter de l'argent. En fait, nous, ce qu'on va regarder au-delà de ce niveau 1, on va quand même regarder que les capitaux propres sont supérieurs au capital social de l'entreprise. Et on va regarder si son EBE est positif et s'il est en phase avec ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est le niveau sans risque. Le niveau 2, c'est quand finalement tous ces trois ratios fonctionnent correctement. 3, c'est quand vous avez un ratio qui est défaillant. 4, vous avez deux ratios qui sont défaillants. Et 5, vous avez les trois ratios qui sont défaillants. La position 6, c'est qu'on n'a pas pu finalement déterminer aujourd'hui l'indice d'endettement parce on peut avoir des éléments soit contradictoires, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, pour une entreprise, pas d'endettement, mais un EBE qui soit peut-être négatif, ou bien parce qu'on ne dispose pas des éléments, en tout cas, pour le calculer. Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder. C'est ce qu'on appelle l'indicateur financier de l'indice. Et puis, sur la deuxième position, on va calculer son efficience économique. C'est-à-dire qu'on part du principe que 4% de cash pour une entreprise, donc 4% de BE par rapport à son chiffre d'affaires,
C'est plutôt, ça peut être correct pour un supermarché, mais c'est totalement insuffisant pour un équipementier automobile. Donc en fait, on va faire une projection on va regarder déjà si on est en phase aujourd'hui, si l'entreprise est en phase entre la remontée de son cash par rapport à son modèle économique. Donc on s'inspire, nous, d'un ratio qui s'appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise, qui permet de voir si l'entreprise est aujourd'hui sur un modèle qui est très capitalistique, moyennement capitalistique, peu capitalistique. Et puis, on va le mesurer. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, je suis sur, par exemple, un équipementier automobile. J'ai 8% de marge brute, donc de BE. On sait que son activité est fortement capitalistique, son coefficient d'intensité est supérieur à 120%, c'est-à-dire qu'il faut que j'investisse 120 pour faire 100 de chiffre d'affaires. Je peux me satisfaire d'une marge qui soit au moins égale à 10%. Donc on voit que finalement, notre entreprise serait en deçà de cette marge-là. Et puis on va se poser la question, mais elle évolue dans quel secteur d'activité? Donc, on a un pôle économique qui mesure toutes les défaillances par rapport au code NAF. Donc, on étudie d'une manière hebdomadaire 500 codes NAF. Donc, on suit l'évolution de toutes les défaillances, mais pas que, parce qu'on fait également des revues de portefeuille avec les principales banques françaises. Et puis, bien sûr, on lit, on analyse la presse, ce qui nous permet par rapport à ces codes NAV, de déterminer trois positions. Une position qui est plutôt favorable, S1, donc un secteur sur un risque qui est très faible, jusqu'à un risque qui est très fort, qui est S3. On peut très bien imaginer que notre équipementier aujourd'hui, qui évolue dans le secteur automobile, qui est sur un risque 3, si déjà sa marge est très faible par rapport à son modèle économique, il y a peu de chances finalement que sa marge progresse sur l'année 2025. Donc, en fait, on fait une projection de son efficience économique, et puis ensuite, on va cumuler à la fois son efficience économique et son indicateur d'endettement financier pour déterminer un risque moyen. Et donc là, on voit très bien qu'ici, le risque moyen est plutôt une évolution défavorable. Alors, c'est important, l'indice d'endettement. Vous pouvez très bien avoir un score, aujourd'hui, on fera le cas à 5, donc un score de probabilité de défaut à 5. Je rappelle que le score de probabilité de défaut, c'est le risque ultime. Ce qui est surtout intéressant pour vous, finalement, c'est de travailler en amont de ce risque de probabilité de défaut. C'est le risque de crédit, c'est le risque de se faire payer en temps et en heure. Donc on peut très bien avoir aujourd'hui un score de 4 ou de 5 qui devrait se dégrader sur la réception des bilans 2024, on en reçoit encore, voire 2025, mais surtout, c'est d'anticiper le risque de crédit. Pourquoi? Parce que quand vous avez un indice d'endettement, vous ne pouvez plus rembourser la dette, vous allez l'épuiser dans votre trésorerie, vous allez accroître votre risque des liquidités, et donc on va voir notre indice de résilience qui mesure ce risque des liquidités, qui lui va passer finalement d'une position orange à une position rouge. Donc vous voyez que finalement tout est lié par rapport à l'analyse financière. Donc, on va faire un exemple concret sur l'IPRO d'une société. Alors, j'en profite pour répondre à quelques questions. Euh, Est-ce que ce taux est déjà intégré dans votre scoring? Alors, notre score intègre en fait l'ensemble des éléments de l'indice d'endettement, effectivement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir le mettre en avant, justement, pour anticiper et bien comprendre où se situent aussi les problématiques. L'ensemble de la méthodologie que nous proposons, c'est une méthodologie qui permet aussi de pouvoir bien comprendre, de bien expliquer, euh, notamment aux commerciaux, les décisions. C'est-à-dire que le score intègre l'ensemble des éléments, mais il est difficilement explicable à un commercial aujourd'hui. Euh, Là, vous avez la possibilité de bien voir exactement où est le risque, et notamment sur cet indice d'endettement du côté, par exemple, d'indicateurs financiers ou alors de l'efficience, pour pouvoir voilà, mieux comprendre, prendre la décision en conscience et savoir mieux l'expliquer notamment. Et alors, Alain, justement, est-ce que tu peux nous montrer ça, ce lien et,
Et puis avec cet exemple concret, à quoi ça ressemble? Très bien. Donc, déjà, je suis sur une société. C'est un exemple, hein, c'est une société virtuelle de présentation. Alors, qu'est-ce que je vais regarder en premier concernant cette société? Je parle sur la partie financière, hein, donc je vais sur l'expertise financière et je vais regarder en fait des éléments de contexte. Je vais regarder déjà comment évolue son chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Je suis sur un niveau de chiffre d'affaires qui progresse, hein. Je suis sur 5 millions, 5 millions 9, qui passe à 6 millions 4 à 6 millions 6, donc sur les 3 derniers exercices. Donc ça, c'est un élément de contexte qui me donne une information quand même. Euh, la première chose que je vais regarder en fait si cette entreprise génère des cash flows. Alors c'est important parce que dans cash flow, ce sont des flux de trésorerie. Vous entendez le mot cash et ensuite ça englobe finalement toutes les évolutions du cycle d'exploitation. Donc nous avons un onglet trésorerie. Donc, vous voyez que sur cette société-là, le cash flow lié à l'exploitation est de l'ordre de 51 000 euros. C'est ce que va regarder en fait aussi votre banquier, votre assureur, quand vous allez présenter un plan de trésorerie. Il va mesurer la capacité de votre entreprise à générer des cash flows. Je me rappelle, il y a quelques années, je le dis souvent, je travaillais pour le compte notamment de la COFAS, où j'étais directeur de l'inspection. Pendant la crise financière notamment de 2008, je me rappelle avoir suivi notamment des équipementiers automobiles, et il me disait, vous me faites beaucoup de misère, alors que je n'ai jamais eu autant de trésorerie. Alors quand je regardais le cash flow lié à l'exploitation, il était positif. Mais vous voyez que dans ce cash flow lié à l'exploitation, finalement, vous avez deux composantes. La première composante, c'est une composante de marge, donc le cash, donc le BE qui est généré par l'activité, et vous avez une composante variation du BFRE. Et à cette époque-là, bah, le cash, il n'était pas présent, ou très très faible. Et en revanche, ce qui générait des cash flows, c'était comme il y avait des baisses drastiques en fait d'activité, il y avait des dégonflements en fait de BFR. Et puis, vous aviez également le fait que les entreprises payaient assez mal ou très mal leurs fournisseurs. Donc, je leur disais la chose suivante, certes, vos cash flows sont positifs, mais c'est dû essentiellement au fait que vous payez mal ou très mal vos fournisseurs. Donc, demain, soit vos fournisseurs vont vous quitter, soit ils vont déposer le bilan. Donc, en fait, ce qu'on regarde souvent dans les cash flows, quand on fait l'analyse, c'est surtout le niveau de l'EBE, qui représente à peu près 600 000 euros. Et ensuite, ce qu'on va regarder, c'est 600 000 euros, c'est bien ou c'est pas bien finalement. 600 000 euros, ça représente quoi par rapport au chiffre d'affaires? En fait, ici, je vais regarder en fait ce que ça représente par rapport au chiffre d'affaires. Ça représente 9,05%. 9,05%. Je vais regarder quel est le niveau de l'intensité capitalistique de cette entreprise-là. Je vais regarder finalement son volet structure. Et son volet structure, ici, vous voyez que j'ai une intensité de 34, donc je suis sur un modèle économique qui est moyennement capitalistique. En règle générale, beaucoup d'intensités ont baissé notamment en 2024-2023. Beaucoup de sociétés ont digitalisé en fait leur modèle économique. Là, c'est assez visible par rapport à l'année précédente, ce qui veut dire qu'il faut que j'investisse peu pour générer finalement du chiffre d'affaires. Donc, je pourrais me satisfaire d'un niveau de 2%, je suis à 9%. Donc là, ce que je dis toujours, hein, la première jambe, en tout cas, elle fonctionne parfaitement bien. Le deuxième chose que je vais regarder, c'est est-ce que ma liquidité est présente. Donc, je vais balayer en fait le ratio de liquidité de cette entreprise. Donc, on a un ratio qu'on aime bien chez nous et qu'on a même créé, c'est le ratio de liquidité réduite d'exploitation. Ça, ça répond à la question, si mes clients me payent en temps et en heure avec mes trésoreries, est-ce que je peux faire face à mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales? Et là, vous voyez que j'ai un ratio de 1,6, donc c'est plutôt très bien. Donc, ça veut dire que mon actif disponible à très court terme couvre mon passif exigible à très court terme. Une fois que j'ai fait ça, je suis assez rassuré. Je vais regarder quand même, est-ce qu'il y a des signes peut-être avant-coureurs d'une dégradation de cette entreprise et de son risque de probabilité de défaut. Donc, en fait, je vais m'intéresser à son indice d'endettement. Donc, je vois qu'il est vert.
Alors, pourquoi il est vert aujourd'hui? Je vais dans le détail. Je vois que je suis sur une position finalement qui est assez confortable. Donc, ça veut dire que les trois indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure, que ce soit le taux d'endettement d'entreprise, son gearing, son service annuel de la dette et sa capacité à remboursement, elles sont favorables. Et quand je fais une projection finalement de l'EBE, de la marge de cette entreprise par rapport à son secteur d'activité, je vois qu'en fait, elle superforme. Elle pourrait se satisfaire de 2% de marge. On est à 9, j'ai 7 points de marge en plus. Ça veut dire que même si je suis sur un secteur qui souffre aujourd'hui, cette entreprise, en tout cas, a la capacité de faire face aux difficultés sectorielles. Donc, ce que je vais regarder, c'est ça, l'indice d'endettement. Donc là, je suis totalement soulagé avec ça. Je vais quand même regarder s'il peut y avoir un risque d'illiquidité qui peut se tendre. Donc, j'ai l'autre indice qui s'appelle l'indice de résilience, qui est un risque sensible chez nous. Donc, je vais essayer de voir pourquoi il est un risque sensible. Et je vais voir que le premier, finalement, c'est ce qu'on avait vu, hein, c'est que j'ai un ratio de liquidité réduit d'exploitation, il est plutôt bien orienté. Euh, donc le risque à ce niveau-là, il est faible. Je vais quand même le projeter par rapport à l'indice sectoriel aujourd'hui, et je vois que le risque de liquidité qui pourrait être impacté, c'est simplement par rapport un peu au secteur d'activité sur lequel j'ai un impact jugé fort. Donc, la position 2 de l'indicateur financier, comment je la calcule? Je vais regarder mon ratio de liquidité et je vais me dire finalement, est-ce qu'il a une chance ou pas de s'améliorer ou de se dégrader sur les années prochaines. Donc, je vais le regarder par rapport au niveau de capitaux propres de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que si j'ai mon bilan qui est illiquide, je vais retourner voir mon banquier et puis je vais dire, ben voilà, il me faudrait de l'argent. Et là, il va regarder un peu mon niveau d'indépendance financière. Donc, je vais regarder le niveau de capitaux propres par rapport au total bilan. Donc, ça, c'est la première chose. Et je vais regarder également le niveau de la marge. Donc là, on voit que finalement, l'indice de résilience, il est plutôt bien positionné. Donc là, je suis pas très inquiet, pas inquiet du tout. J'ai un indice de stabilité aujourd'hui qui est jaune. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'actes concernant cette entreprise-là. Donc ça, c'est important d'avoir des actes réguliers, des sociétés qui déposent des statuts, des modifications de statuts, des procès d'assemblée, etc. Il faut qu'une entreprise vive. Et cette entreprise-là, mais c'est un exemple, elle ne vit pas vraiment. Donc, pour nous, c'est la présence, en tout cas, d'un signal faible. Donc, ça reste jaune, et s'il y avait eu plusieurs signaux faibles, on l'aurait catégorisé en signaux forts la concernant. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie extra-financière qui est importante. C'est la partie notamment des liens financiers avec l'organigramme. Comment se situent aujourd'hui les actionnaires? Est-ce que j'adhère à un groupe important ou pas? Et également, autre fait c'est également est-ce qu'il peut y avoir des incidents sur cette société? Mais là, avec un score de 10, avec tout ce que je dis, effectivement, il y a pas de problématique. On voit que voilà, la problématique de l'endettement, bien évidemment, fait partie d'un tout et que dans une période d'instabilité, il y a un certain nombre d'éléments à regarder lorsque vous euh, analysez un client ou un prospect, euh, et notamment les éléments financiers, extra-financiers. euh, et l'endettement est bien évidemment quelque chose à prendre en compte de manière sérieuse quand on voit la corrélation avec les défaillances et le niveau d'endettement qui reste très élevé. Donc notre objectif, c'est aussi justement de vous apporter cette information-là, cette visibilité-là, qui vous permet de prendre la meilleure décision. Alors, nous sommes maintenant disponibles pour
pour vos questions. Tout à fait. Merci à tous les deux pour cette intervention très claire. Donc, je vois qu'il y a déjà des réactions dans le chat. Je rappelle aux participants que vous pouvez désormais activer vos caméras et vos micros si vous souhaitez intervenir de vive voix. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous laisse la parole. En attendant, donc, je vais reprendre les réactions qu'il y a eu dans le chat. Vous avez déjà répondu aux premières questions, donc je ne vais pas revenir dessus. Je reviens par contre sur l'exemple que vous nous avez montré sur le calcul de, j'imagine, l'indice d'endettement. Comment vous le calculez sur les sociétés étrangères? On ne calcule pas sur les Bien. sociétés étrangères. On a voulu tester déjà toute la partie France. On a la chance en France d'avoir des informations qui sont relativement bien structurées, bien présentes. Et on ne retrouve pas forcément le même souci d'homogénéité sur l'international. Donc en fait, on a pris le parti pris quand on a lancé la désendettement, de déjà travailler par rapport à des sociétés françaises, et puis on travaillera peut-être un peu plus tard sur un deuxième niveau sur l'international. J'ai bien compris. Ensuite, il y a des réactions par rapport à l'exemple que vous avez montré. En fait, la question qui a été posée sur l'exemple montré, c'est s'il y avait des incidents. Il semblerait qu'il y ait des incidents dans le cas que vous nous avez montré. Alors, il y a D'accord. effectivement des incidents qui sont pris en compte dans toute l'analyse des comportements de paiement. C'est quelque chose qui reste un signal quand même très important à prendre en compte. Donc oui, effectivement, il y a des incidents qui font partie de toute cette méthodologie d'analyse et qu'on retrouve dans notre score, avec notre score également. Toujours sur le cas, alors là c'est plus sur la forme, c'est quelqu'un qui manifestement utilise déjà la plateforme Elle Pro et qui dit qu'il ne reconnaît pas le visuel. Donc il s'agit d'un nouveau visuel que vous développez, que vous mettez à disposition. Alors, tout à fait. Alors, euh, vous serez contacté et n'hésitez pas à vous mettre en relation avec votre interlocuteur privilégié chez Elisphère, puisque ce n'est pas qu'un visuel, il y a effectivement des innovations que nous amenons sur cette nouvelle version de la plateforme. Et nous avons hâte de vous les montrer. Donc vous pouvez vous rapprocher de votre interlocuteur et qui pourra vous expliquer exactement ce qui change et pour que vous puissiez en bénéficier. D'accord, donc c'était une démonstration en avant-première. Très bien, merci. Comme il n'y a pas d'autres réactions dans le chat ni de main levée, moi je vais revenir, si vous voulez bien, sur vos premiers slides, avec une question qui porte sur, donc bien sûr, son risque d'endettement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les secteurs d'activité qui sont actuellement les plus touchés par ce risque d'endettement? On a globalement les 5 grands secteurs d'activité comme les BTP, la distribution, transport et logistique, le commerce sont très touchés. Pour vous donner un exemple aujourd'hui, à juin 2025, on a autant de disparitions dans le BTP que de création d'entreprises. Donc au niveau national, on est sur un ratio création-disparition de 1. Mais ensuite, quand on regarde au niveau des régions, on peut être aujourd'hui sur des niveaux de 0,80. Donc il y a plus de disparitions dans certains secteurs. L'autre grand secteur qui aujourd'hui nous interpelle également, c'est le secteur du transport, de la logistique, qui a également beaucoup de difficultés. Donc voilà, il y a également la distribution, mais il faut faire le lien entre la distribution alimentaire et la distribution non alimentaire. La distribution alimentaire, c'est souvent un secteur qui est assez résilient à la crise. Souvent, les marges sont faibles, etc.
En revanche, distribution non alimentaire, c'est très lié à la conjoncture. Donc, dès que la conjoncture souffre, vous avez ce secteur d'activité qui souffre, et c'est le cas aujourd'hui sur cette activité. Je vous confirme pour la partie transport et logistique en tant que crédit manager de Fréquin, je ressens vraiment cette tension sur les clients. Nous avons d'autres réactions qui sont venues dans le chat entre-temps. Donc, alors, sur le replay, oui, je précise qu'il sera disponible sur le site de la FDCC sous 24 heures, donc vous pourrez y accéder. Et une remarque sur l'avis de crédit, sur l'exemple que vous avez donné, il me semble restrictif. Comment vous expliquez cet aspect restrictif? Alors, il est restrictif, mais on donne, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas à zéro sur cette entreprise-là. Dans mémoire, je crois que c'est 130 000. Ce que je voulais dire, c'est que l'avis de crédit est lié, bien sûr, au profil de risque de l'entreprise, mais également par rapport à son volume d'achat. Donc, il dépend finalement du niveau des achats de l'entreprise, donc des achats qu'on trouve dans son compte de résultat. Vous pouvez très bien avoir une société qui est scorée 8 chez nous, sur lequel le risque de probabilité de défaut est relativement faible, avec un avis de crédit qui représente 100 000 euros. Et vous pouvez très bien avoir une société qui est scorée 5 avec un avis de crédit qui est de l'ordre de 300 000 euros. Pourquoi? Parce que ces achats sont beaucoup plus importants. On a peut-être affaire effectivement à un industriel, alors que la première société, on a peut-être affaire à un prestataire de service. Merci. Question suivante. Est-ce que le ratio création-disparition est une donnée qui est disponible? Alors ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant en interne, mais qui a vocation à l'être. En fait, il y a beaucoup d'innovations chez nous. Et donc, il y a un certain nombre de choses que nous testons en interne, que nous valorisons. Et ensuite, la question, c'est comment est-ce que ça vient s'intégrer dans notre méthodologie d'analyse pour que ce soit facilement compréhensible, utilisable pour vous, sans non plus vous inonder d'indicateurs. Alors, Donc, c'est sur ça que ouais. Je te nous coupe, je travaillons, crois mais il est accessible. Je crois qu'il est accessible dans nos blogs et peut-être dans nos différentes parutions. Je sais en tout cas que dans le cadre des actualités juridiques, où Elisser aujourd'hui est aussi partenaire des actualités juridiques, on le valorise aussi beaucoup. Pourquoi c'est toujours intéressant d'avoir cette vision nationale, mais aussi c'est toujours très intéressant d'avoir une vision régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vais me déplacer par exemple du côté de PACA, c'est de voir aujourd'hui comment se situe la région PACA par rapport au contexte national, et à l'intérieur de la région, comment se situent par exemple les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes à l'intérieur du département. Donc, constater, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on constate sur les 4-5 dernières années une disparition d'entreprises? Et quels sont les secteurs finalement qui sont concernés? Est-ce qu'on retrouve les mêmes secteurs ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont légèrement différents? Et donc, on fait cette analyse-là. Donc, on le fait par région. Mais je me renseignerai, mais en tout cas, je pense que ces documents pourraient être disponibles. dans les Pro, voilà, sachez que Mm. ça viendra. Ça viendra. Question suivante. Est-ce qu'il existe des avertissements, des alertes concernant les difficultés rencontrées par les filiales d'un groupe pour nous éviter d'étudier l'ensemble des sirènes du groupe? Alors, bien sûr, on ne parle pas des cas de procédure collective, on parle des cas Inbonis. Donc, est-ce qu'on a ce type d'alerte qui peut être mis en place? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. C'est-à-dire que si une filiale rencontre des difficultés, il y aurait des alertes sur les autres filiales lorsque vous regardez les autres sirènes, du coup, si je comprends bien. Alors, ça, je parle aussi sous ton contrôle, Alain, mais il ne me semble pas. Nous travaillons sur le lien
beaucoup entre la filiale et le groupe, ou alors le contraire, l'impact du groupe sur la filiale. Euh, c'est quelque chose dont nous avions pu parler aussi par le passé, de pouvoir réaliser ces liens entre filiales. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des choses que nous étudions. En fait, on fait deux choses. La première chose sur une filiale, on va regarder déjà si elle intègre un groupe. Donc, en l'occurrence, oui, hein, si c'est une filiale. Et surtout, est-ce qu'il s'agit d'un groupe de notoriété? Donc, on va regarder un peu la notoriété du groupe. Et chez nous, on a finalement plusieurs niveaux de groupes. On a ce qu'on appelle les groupes de grosse importance, donc tous les groupes qu'on va retrouver dans le cadre du CAC 40. Donc, ce sont ceux qui ont un niveau de capitaux propres qui dépasse le 1,5 milliard et sur lequel l'endettement est maîtrisé. On a des groupes intermédiaires. Donc là, le niveau des capitaux propres se situe entre 1 et 1,5 milliard. Et ensuite, on a les autres groupes. Donc, on a déjà ce premier niveau d'information quand on regarde une filiale. Est-ce que j'intègre directement ou indirectement, hein, ça dépend des niveaux, un groupe de forte notoriété. Donc, on va identifier la tête de groupe et on va regarder ça. Et si aujourd'hui, par exemple, on peut avoir une situation qui peut être pas bonne d'une filiale, le fait qu'elle appartienne finalement à ces groupes-là sur lesquels, effectivement, le, le soutien, il est pratiquement acté, ça va pouvoir permettre de rehausser le score de la filiale. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On essaiera de faire des travaux un peu plus précis à l'avenir. C'est de voir un peu, est-ce qu'on peut capter une intégration en cash pooling, etc. Mais je dirais, ça dépend pas que de nous, ça dépend aujourd'hui de la qualité des annexes. On s'aperçoit que la qualité des annexes aujourd'hui sont de moins en moins, les annexes sont de moins en moins qualitatives. Et quand il faut faire jouer, en fait, que ce soit les créances et les dettes groupes qui sont positionnés dans l'annexe 8, finalement, on voit que l'information n'est pas mentionnée. Mais ça, on va s'y atteler. Et puis, ce que disait Giraud, c'est qu'on va regarder quand même le groupe. Et dès que le groupe est à des difficultés, qui sont des difficultés quand même assez avérées, où on sent, aujourd'hui, nous avons des analystes sur le terrain qui nous disent que le groupe est en difficulté, et là, il peut peut-être y avoir une procédure un peu confidentielle. On va suspendre, en fait, le groupe. Et le fait de suspendre le groupe, ça va permettre de suspendre également toutes les filiales avant qu'on essaye d'avoir la bonne information. C'est très clair, merci. Bon, il y a d'autres questions, mais je propose que pour les questions qui pourraient venir par la suite, nos participants, pardon, s'en rapprochent directement de vous. Je vais donc conclure en remerciant à nouveau nos deux intervenants, donc Alain et Giraud, pour cette intervention, cette présentation très claire. Merci à tous nos participants à qui je redis que donc vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire dès demain sur le site de la FDCC. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Thank you.